Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler secourisme dans les Vosges, mais pas que. Stéphane Poinceau est enseignant, ancien sapeur-pompier volontaire. Il s'attache à enseigner les gestes qui sauvent aux enfants. Une volonté qui passe aussi par l'écriture de guides pédagogiques à destination des enseignants et des livres pour enfants. On en parlera avec lui. À ses côtés, Jean-Christophe Roussel, président de la Protection civile Vosges. Il est rentré à l'âge de 9 ans à la Protection civile. Retour sur ce parcours. Comment entre-t-on à la Protection civile ? Comment peut-on apprendre les gestes qui sauvent? Quel impact a eu la crise sanitaire sur l'implication des bénévoles à la protection civile? Élément de réponse avec nos deux invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Jean-Christophe, je le disais en introduction, vous aviez 9 ans quand vous avez rejoint la protection civile. Expliquez-nous, vous aviez déjà envie de vous investir, d'aider les autres? À l'époque, il y avait surtout une section junior dans le village et puis surtout une bande de copains. Et donc la bande de copains se retrouvait tous les samedis ou presque après-midi pour échanger sur le secourisme, travailler les gestes de premier secours, voilà, tout simplement. Et visiblement, ça vous a conquis puisque quelques années après, un peu plus, vous êtes toujours là en tout cas et puis vous êtes à la tête de la section Vosges. Effectivement, on va dire que c'est un engagement et puis c'est quelque chose qui est bien ancré. On est quelques-uns à être restés dû à cet engagement. D'où l'importance de commencer de commencer bonne heure. tôt. Alors Stéphane, vous êtes enseignant, ancien sapeur-pompier volontaire. Vous, l'envie est venue comment? À quel moment vous vous êtes dit je vais rejoindre les sapeurs-pompiers? Alors c'est lors d'une sortie de messe, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers de Marais, à côté de la Marche, organisaient un petit apéritif à la sortie de la messe. Et donc ils m'ont demandé de devenir sapeur-pompier. Donc j'ai pas quitté les sapeurs-pompiers depuis, je me suis simplement arrêté en 2015. C'est le côté convivial finalement au départ qui vous a tous les deux fait rejoindre la protection civile et les sapeurs-pompiers volontaires. C'est peut-être par là qu'on rentre et qu'on reste en tout cas puisque ça fonctionnait. Alors vous n'êtes plus sapeur-pompier volontaire depuis quelques années maintenant, mais on va le voir, vous avez toujours un pied dans le milieu là. Vous auriez pu franchir le cap et devenir pompier professionnel. Vous avez décidé de revenir dans les Vosges puisque vous avez donc intégré les sapeurs-pompiers de Paris pendant votre service militaire. Oui, c'est ça. Et vous n'avez pas souhaité rester dans cette unité-là? Alors c'était une expérience très enrichissante, mais j'aimais vraiment les Vosges, j'aimais vraiment ma région d'origine, donc je suis revenu et c'est à ce moment-là que je suis allé frapper à la porte de la caserne de Vittel où je suis rentré en tant que sapeur-pompier volontaire. Est-ce que, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier professionnel, est-ce qu'il y a, hormis le côté donc, Paris qui vous a fait revenir dans les Vosges, vous n'avez jamais voulu franchir le cap et devenir professionnel dans les Vosges, par exemple? J'y ai pensé, mais la mise en place de cette profession de sapeur-pompier professionnel à l'époque était plus compliquée qu'actuellement, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les sites internet pour se documenter, et donc ça pouvait freiner un petit peu mon engagement. Donc j'ai préféré passer le concours d'enseignant, et puis je suis devenu enseignant à la place de sapeur-pompier professionnel. Vous avez fait les deux pendant de nombreuses années, finalement, oui. c'est pas plus mal. Jean-Christophe, aujourd'hui, pour rejoindre la protection civile, comment ça se passe? Alors, on précise que c'est uniquement du bénévolat à la protection civile. Effectivement, il peut y avoir du volontariat de service civique également. On a quelques contrats proposés, mais c'est à 99% du bénévolat, effectivement. Après, c'est relativement simple. Toute personne qui a envie de s'investir, de découvrir, se former, participer à nos missions qui sont diverses et variées, nous contacte tout simplement, soit par mail, soit par téléphone. Et puis après un entretien pour voir si c'est en adéquation avec leurs attentes, la personne rentre au sein de la protection civile, tout simplement. Si on veut vraiment, on trouve la manière de vous rejoindre, j'imagine. Tout à fait. Vous parliez de missions, justement. Quelles sont les principales missions de la protection civile? Alors les missions sont diverses, on a tout ce qui est aide, donc aide aux populations de manière générale, notamment en cas de catastrophe avec tout ce qui est soutien aux populations sinistrées. On a tout ce qui est formation aux gestes de premier secours, tout simplement. Et puis on a tout ce qui est secours à personne, alors avec soit des dispositifs prévisionnels de secours, ou ce que les gens appellent communément les postes de secours, ou tout simplement le renfort des services publics en cas de besoin. Donc voilà. Donc on parle de bénévoles à 99%. On entend quand même souvent parler que le nombre de bénévoles chute, alors pas uniquement dans la protection civile, mais plus globalement dans les associations. Est-ce que c'est un constat que vous avez partagé?
Alors oui, mais c'est un constat qui est un peu lissé. On a une chute qui est moins prépondérante que les taux nationaux. La durée d'engagement moyen au niveau national est de 2 ans et demi dans le bénévolat. À la protection civile en France, dans les Vosges, on est autour de 5 ans et demi. Donc on a une déperdition moindre. Mais bon, après... c'est l'avenir qui nous dira les choses si les gens veulent se remotiver au bénévolat. Et la crise sanitaire, quel impact elle a eu sur l'engagement? Est-ce qu'au contraire, vous avez eu des personnes qui ont eu envie de s'investir pour vous aider pendant cette période? Alors effectivement, on a eu 90 personnes qui se sont portées volontaires, notamment suite à l'appel de Monsieur le Préfet pour rejoindre les associations agréées de sécurité civile. Ce qui a été quelque chose de considérable. Donc, surtout quand on les reçoit 90 d'un coup. Donc voilà. Mais sur le reste, sur l'engagement, les bénévoles sur la crise de 2020 et de 2021, ça représente à l'année environ 150 équivalents temps plein. Donc si on avait eu des salariés, il y aurait 150 personnes qui auraient été embauchées pour faire le travail qu'ils ont fait bénévolement. Ce qui est plutôt conséquent. Ce qui est plutôt conséquent, effectivement. Donc voilà. Et avec des missions très, très vastes. Et vous avez été beaucoup plus mobilisés, j'imagine, pendant ces 2 dernières années. Forcément, on vous a vu un peu partout, sur tous les fronts aussi, comme les sapeurs-pompiers d'ailleurs. Mais... Effectivement, on a été extrêmement mobilisés. Et là où d'habitude ça se résume plutôt de manière occasionnelle et le week-end, là c'était vraiment tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit en renfort à l'hôpital, dans les EHPAD, du coup, que ce soit auprès des collectivités en cas de besoin, pour aller auprès des personnes isolées, de la distribution de masques, les tests, enfin... Voilà, les missions se sont élargies. On va dire qu'à chaque problème, la protection civile a essayé d'être un couteau suisse et de pouvoir répondre à cette problématique. Donc, voilà. Et on a un bilan plus qu'honorable. Et je tiens à souligner l'engagement de ces bénévoles pendant ces 2 années et encore ceux qui sont actifs actuellement. Ils sont encore actifs actuellement. Stéphane, la protection civile, vous n'avez... Alors, sapeurs-pompiers, j'imagine. Est-ce qu'il y a déjà des collaborations avec les sapeurs-pompiers ça existe? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc il y a des collaborations qui sont normées, donc par rapport à tout ce qui est plan d'urgence, etc. Et puis il y a des collaborations qui sont plus de terrain, on va dire, avec des exercices réguliers avec les services des sapeurs-pompiers, même avec le SAMU, par exemple. Donc voilà, on se prépare de manière générale à des crises, du coup, ou à des situations de crise. Dans certains départements, ce n'est pas le cas dans les Vosges, mais on a même des gardes SAMU ou gardes-pompiers, par exemple, comme à Paris, puisque votre invité, était sapeur-pompier de Paris, par exemple. Donc c'est vraiment, les missions sont vraiment extrêmement larges et il y a une véritable collaboration et les services de la préfecture veillent à cette collaboration interservices. Une collaboration qui est importante, j'imagine, peut-être encore plus ces 2 dernières années où on s'est rendu compte que il fallait s'entraider davantage. Je vous propose qu'on fasse une première petite pause. On parlera gestes qui sauvent juste après, puisqu'on va faire, c'est l'heure de la vie en Vosges le quiz. Alors, 2 petites questions à choix multiples, pas d'inquiétude. Alors, la première, qui serait à l'origine de la fabrication du bonbon vosgien? Rien à voir avec le secours. Enfin bon, un bonbon, ça fait jamais de mal. Qui serait à l'origine de la fabrication du bonbon vosgien? Est-ce qu'il s'agit d'un apiculteur, d'un pharmacien ou d'un bûcheron? Un apiculteur, un pharmacien ou un bûcheron, le bonbon vosgien. Est-ce que l'un de vous a une idée? Il va falloir y aller par élimination. Pharmacien ou apiculteur, peut-être? Oui, je pense que ça serait plutôt un apiculteur. Un apiculteur, donc on élimine le bûcheron, visiblement. Donc l'histoire de ce bonbon célèbre reste très mystérieuse, cependant. Sa fabrication remonterait à 1927, année où un pharmacien vosgien met au point une recette au miel et au pain. En effet, c'est là un remède contre les maux de gorge. C'est là que le bonbon vosgien serait né. Alors il y a beaucoup de mystères, donc on ne sait pas si c'est la vraie histoire, mais en tout cas, le pharmacien serait à l'origine du bonbon vosgien. Deuxième question, messieurs. Laquelle de ces fonctions Guy Delamotte-Boulommier n'a-t-il pas exercé? PDG de la Société des Eaux, conseiller général ou directeur du Club Med. Alors, quelle fonction n'a-t-il pas exercé? Moi, je pense avoir la réponse. Eh bien, on vous écoute, la réponse Stéphane. numéro 3. Il n'a pas été directeur du Club Med?
les deux premiers semblent être très sérieux, et donc on va aller sur le Club Med. Ah, donc décédé très récemment. Une pensée à Guy de la Motte-Boulommier, qui nous a quittés à l'âge de 101 ans, qui était une figure emblématique de la cité thermale. Et donc il était PDG de la Société des Eaux et maire de Vittel et conseiller général. Tout à fait, Stéphane, vous aviez la bonne réponse. Jean-Christophe aussi, mais je sens que vous avez un peu été aiguillé quand même. On est d'accord. Donc il n'était pas directeur du Club Med, pas du tout. Alors on va reparler des gestes qui sauvent. Peut-être maintenant on connaît l'importance des sapeurs-pompiers, de la protection civile et des autres entités d'ailleurs qui assistent les secours. Mais l'importance de se former est là aussi. Connaître les gestes de premier secours a toute son importance également, Stéphane. Oui, c'est important que chacun, petit ou grand, connaisse les gestes qui sauvent. C'est important aussi que chacun soit acteur de sa propre sécurité. Donc c'est pour ça que dans les écoles, on commence dès la maternelle avec des formations qui sont vraiment scolaires, qui sont vraiment dans les instructions officielles de l'école, pour poursuivre jusqu'au CM2. On a tendance à vouloir attendre d'être adulte finalement pour se former, mais est-ce que c'est pas plus simple, ou en tout cas on dit que les enfants sont des éponges, qu'ils absorbent beaucoup, est-ce que c'est pas plus simple d'y aller en effet, dès qu'ils sont enfants, de leur enseigner tout ce qu'on peut, tout ce qu'ils sont en capacité en tout cas d'apprendre? C'est beaucoup plus simple et c'est surtout beaucoup plus facile parce que les enfants sont demandeurs, sont très attentifs, sont très sérieux lorsqu'on fait des formations. Et je dirais que ce sont des enfants qui ont vraiment des capacités d'écoute et des capacités de réaction lorsqu'il faut le faire. Déjà savoir alerter les secours, voir qu'une situation est inhabituelle, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Si on est déjà capable de leur apprendre ça, on a tout gagné. C'est déjà un grand pas, Oui, c'est déjà un grand pas. d'enseigner les bases. Vous partagez ce... Ah, tout à fait. Et par rapport aux adultes, il n'y a pas les filtres que les adultes ont déjà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En fait, vous parliez d'éponges. Oui, ce sont des éponges. Je me souviens avoir fait des formations pour des CM2, des formations complètes. Quand on les revoyait quelques années plus tard, les restes étaient là. Et sans avoir eu de rappel. Donc oui, effectivement, c'est important. C'est important de commencer tôt. Pour autant, c'est pas obligatoire dans l'enseignement à l'école. Est-ce que finalement, ça ne devrait pas le devenir? Alors, c'est déjà obligatoire dans les écoles. Depuis, de mémoire 2016, le texte serait à réaffirmer. Mais il y a effectivement le continuum apprendre à porter secours qui a été mis en place dans les écoles primaires. Et puis après, l'obligation de passer le prévention et secours civique de niveau 1 pour tous les troisièmes. Donc, et voilà, à partir du collège, du coup. Oui, tout à fait. Parce qu'au primaire, ce n'est pas encore... C'est le continuum à porter secours. C'est le continuum, et tous les enfants des écoles primaires... Alors, je pourrais compléter que tous les enfants de l'école, que ce soit école maternelle et école primaire, reçoivent, en fonction de leur enseignant, reçoivent des formations, une formation de base de gestes qui sauvent. On a des textes officiels qui s'appellent « Apprendre à porter secours ». Après, en fait, le programme est morcelé, donc il est distillé petit à petit dans la partie scolaire. Ce qui fait qu'on n'a pas réellement une formation. C'est pas une formation comme on l'entend sur 8 heures. Par contre, il y a déjà des rudiments qui sont passés et qui aident du coup à la suite pour les prochaines formations. Oui, cette formation apprendre à porter secours, elle est surtout transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à porter secours en faisant des maths, en faisant de la lecture, en faisant de l'oral, savoir utiliser un téléphone, savoir où on habite, connaître son adresse, connaître son numéro de téléphone. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend à l'école qui va servir après dans des situations d'urgence. Alors, vous militez beaucoup pour cet enseignement. Ça passe notamment par l'écriture de livres, de guides aussi que vous avez écrits. Donc les guides, c'était à destination des enseignants. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, à quel moment vous avez franchi le cap de l'autre côté finalement. Oui, c'est ça. En 2007, j'ai été contacté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et les éditions Belin. Donc j'ai écrit un guide pédagogique qui s'appelle « Apprendre à porter secours au cycle 1, 2 et 3 » qui permet aux enseignants d'enseigner les gestes qui sauvent à leurs enfants, à leurs élèves, plus précisément. Et ce guide pédagogique a été un beau succès puisqu'il est encore utilisé dans les écoles. C'est une démarche pédagogique issue des techniques sapeurs-pompiers qui permet à l'enseignant de leur apprendre l'alerte, la gestion d'un traumatisme, d'une brûlure, etc. Et puis il y a tout le côté prévention de l'accident domestique.
Voilà, ça permet aussi peut-être aux enseignants de se remettre un petit peu. Alors, est-ce que pour les enseignants, il y a des formations régulières, formations premiers secours, pour faire des rappels et des petites choses comme ça, peut-être? Alors, la direction départementale de l'éducation nationale recycle ces enseignants en leur proposant des PSC1 régulièrement et des formations apprendre à porter secours. Ce qui permet après d'être plus à l'aise aussi pour les enseigner. Je pense que c'est un peu plus simple quand on a des petits rappels souvent. D'autres livres ont suivi, Stéphane. Alors, il y a eu ce guide à destination des enseignants. Et puis après, donc, on voit une image dans nos écrans. C'était Pompy, le pompier. Oui, donc... Alors, c'est le premier ensuite? C'est celui-ci le premier? C'est celui qui a suivi, je dirais, au niveau pédagogique et ludique, puisque c'est un livre où j'ai souhaité que les enfants apprennent les gestes qui sauvent en coloriant. Donc j'ai utilisé la peluche Pompy, donc, qui est la peluche des sapeurs-pompiers qui se retrouvent dans les ambulances des sapeurs-pompiers de France. Et donc j'en ai fait des petites histoires. Et l'enfant, avec un petit geste de coloriage, se sensibilise aux gestes qui sauvent. Voilà, ça passe par une sensibilisation ludique. À cet âge-là, c'est peut-être ce qui fonctionne le mieux. Oui. D'autres livres ont suivi, des collaborations avec Disney aussi, pour la sortie du film Planes. Oui, j'ai été sollicité pour l'écriture du guide du petit soldat du feu lors de la sortie du film Planes 2. Donc j'ai rédigé les activités, une partie du livre. C'était assez axé sur les feux de forêt, puisque Dusty, le petit Canadair, va éteindre les feux de forêt aux États-Unis. Donc c'était un bon moment, aussi un bon moment de collaboration. Oui, c'est ça, ça permet de prendre un peu de hauteur aussi. Oui. Est-ce que les livres que vous avez écrits ont eu l'impact que vous souhaitiez, que vous imaginez ? Oui, je suis content des retours. Ça me permet aussi maintenant d'être connu et d'avoir des propositions d'autres projets qui sont de plus en plus importants. Toujours dans le même milieu. Oui, toujours. Il y a toujours à écrire sur les pompiers, on n'a jamais... C'est sans fin. C'est sans fin. Oui. J'ai plein de projets dans les cartons. Il faut juste que je trouve les éditeurs et les personnes qui me font confiance. Mais j'ai énormément de projets, oui. Quels sont peut-être les premiers gestes essentiels que tout le monde devrait connaître? Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais les premiers... Le premier des premiers, c'est l'alerte. Puisque après, même si on ne connaît pas de gestes, on peut être guidé tout simplement. Donc déjà, rien que connaître les numéros d'urgence, c'est la base, c'est tout la simplement. Base. Donc... l'alerte. Je pourrais compléter en disant que c'est démarrer la chaîne des secours. C'est-à-dire... si on veut avoir des secours, il faut les appeler. Donc c'est ça le plus important. C'est la rapidité de l'appel qui fait que derrière, la personne sera prise en charge rapidement et bien prise en charge. Alors on parlait de la formation qui était déjà dans les écoles obligatoires. Et alors au-delà de ça, est-ce qu'on ne souhaiterait pas une formation obligatoire pour tous les citoyens? Alors ça, c'est peut-être le monde rêvé pour les sapeurs-pompiers, pour la protection civile. En fait, c'est utopiste, mais la protection civile au niveau national, du coup, milite pour cela. C'est plus les gens seront formés, plus on aura un impact sur la société. Être capable de différencier un malaise et puis de le prendre à bon escient, être capable de traiter une brûlure, être capable de traiter une plaie, être capable de prendre en charge un arrêt cardiaque, tout cela a une influence sur les secours. Si on est capable déjà de faire un certain nombre de choses, ça veut dire que les moyens publics qui sont engagés derrière seront non pas amoindris en termes d'efficience, mais amoindris parce qu'on sait qu'il y aura déjà quelqu'un sur le terrain qui sera capable de faire un certain nombre de choses. Et ça a un impact à la fois sur les sapeurs-pompiers, ça a un impact aussi sur le remplissage des urgences, etc. Donc plus les gens seront formés et informés, plus on sera efficace dans notre chaîne des secours de manière très large. Très large. Alors, en tout cas, l'apprentissage est bien accessible à tous, même s'il n'est pas obligatoire, il est bien accessible à tous. Et on va le voir dans ce reportage réalisé en 2019 par Anaïs Gall et Denis Lequien. On regarde et on en reparle juste après. L'arrêt cardiaque. Si vous ne réagissez pas vite, vous avez un décédé. L'hypothèse fait froid dans le dos, d'où l'importance de maîtriser les gestes de premier secours. Ce jour-là, une dizaine de personnes assistaient à la formation de prévention et secours civique de niveau 1. Parmi elles, un jeune homme en fauteuil roulant. Une première pour ce type de formation dans les Vosges, née d'un partenariat avec l'Association des paralysés de France, qui a nécessité quelques ajustements.
On doit l'adapter, nous, en tant que formateurs, pour justement donner les consignes aux handicapés. Et le handicapé, lui, il va travailler avec un tiers. Alors que nous, en temps normal, enfin nous, les valides à peu près, on peut travailler en isolé. En fait, ça fait un travail d'osmose, ça fait un lien. Alors le lien, ça peut être une personne inconnue, donc c'est un lien social, un lien citoyen. Méthode Heimlich en cas d'étouffement, mise en position latérale de sécurité ou, comme ici, massage cardiaque, des gestes précis que Johan doit faire reproduire à son assistante. Tu mets une main, il s'appuie, là, l'autre main, là, voilà, et t'appuies 10 fois. Vu que je ne peux pas effectuer les mouvements, mon rôle c'est plus de guider un témoin, un passant de la rue pour qu'il effectue le geste comme il faut. Et ça lui dire en fait ce qu'il faut faire, lui apprendre les gestes qui sauvent. Et c'est bien de voir que les choses comme ça s'ouvrent aussi aux personnes handicapées. Ah bah oui, c'est intéressant. On demande assez à être intégré dans toute la société, donc autant faire tout ce qu'on peut pour le faire. Au total, 12 heures de formation sont nécessaires pour obtenir le diplôme de secourisme. S'il demeure valable dans le temps, les gestes évoluent et il est recommandé de se remettre à niveau tous les 3 ans, ne serait-ce que pour se rafraîchir la mémoire. Alors avant de rebondir sur le reportage, je vais rappeler que c'était un reportage qui a été tourné en 2019. Voilà pourquoi les personnes ne sont pas masquées sur les images. J'imagine que vous approuvez complètement ce genre de formation. Tout à fait. On peut difficilement ne pas approuver. Et toute personne en situation de handicap, du coup, on trouve des solutions en tant que formateur. On a des sessions de formation qui sont adaptées. Par exemple, on a des initiatives pour tout ce qui est non-voyant ou malentendant, et avec des adaptations, soit des techniques pédagogiques, soit de l'approche du formateur pour ces personnes-là. Ça prouve bien que c'est accessible à tous, comme on disait tout à l'heure, et c'est très important de le rappeler. Stéphane, quel constat vous faites chez les jeunes quand vous leur enseignez les premiers secours, chez vos élèves par exemple, donc des CE1, CE2 ? Est-ce qu'ils ont une connaissance ? Est-ce qu'au contraire c'est abstrait ? Quel est le constat que vous faites ? Ils ont déjà une première expérience, parce que chaque enfant a souvent vécu une expérience à la maison avec une personne qui a fait un malaise ou un incendie ou un accident. Donc ils ont déjà tous une première expérience et ils sont vraiment motivés, sérieux, attentifs à ce qu'on leur dit. Et ils sont vraiment partants pour aller plus loin, c'est-à-dire vraiment apprendre le geste et puis le mettre en pratique dans des simulations d'accidents et puis après le transmettre à la famille. Donc il y a cette volonté quand même, oui, vous marquez oui. vraiment cet intérêt, cette volonté d'apprendre et d'essayer aussi de secourir peut-être. Ça ne leur pose pas de problème, voilà, ça leur fait plaisir, ils aiment ça, ils veulent aller plus loin et j'espère qu'avec ces formations-là, je plante des petites graines dans leur tête pour qu'ils deviennent un jour sapeurs-pompiers, qu'ils deviennent bénévoles dans les différentes associations de protection civile qui s'investissent pour les autres, qui s'engagent vers les autres. Alors, en tout cas, c'est ce que vous essayez. Peut-être que voilà, dans 10 ans, on en retrouvera certains. Oui, c'est le but des livres aussi. C'est le but, c'est de transmettre ça pour que chacun soit touché à son niveau. Alors justement, on va finir sur les livres peut-être. Donc il y a encore les pompiers ont sauvé le petit chaperon rouge. C'est aussi une méthode on détourne le conte, des contes bien connus pour attirer, pour intéresser. C'est vrai que j'étais toujours dans des choses qui étaient très sérieuses, avec beaucoup de pédagogique, où je devais faire attention à tous les gestes qui étaient écrits. Et là, j'ai souhaité m'orienter vers quelque chose de plus ludique. Donc Georges Grard, des éditions Grard, m'a fait confiance et on a monté une collection. Donc les pompiers ont sauvé Noël et puis les pompiers ont sauvé le petit chaperon rouge, où c'est l'histoire du petit chaperon rouge détourné et je place toujours un petit geste de secours. Donc là, c'est le numéro de secours, le 112. Et donc en 2022 sortira Les pompiers ont sauvé Blanche-Neige, qui est écrit. Et là, je place l'étouffement, le 112 et l'arrêt d'un saignement. D'accord. Qu'elle s'étouffe avec la pomme ? Oui. Trop facile. Oui. Alors Jean-Christophe, qu'est-ce que vous pensez de ces livres, cette approche ludique pour les enfants ? Elle est pertinente. À ce jour, on est trop, en tout cas sur l'approche, quand on est avec des adultes, c'est normal qu'on ait une approche pédagogique qui soit normée, entre guillemets, et qui prenne en compte l'apprentissage de l'adulte. Pour les enfants, du coup, l'approche ludique est la meilleure.
Et je dirais même que même pour les adultes, maintenant, l'approche ludique est la meilleure. C'est ça, et la meilleure aussi. Un petit mot peut-être sur les formations, donc toutes les informations sur le site internet de la protection civile, bien évidemment. Tout à fait. Il y a plusieurs sessions, comment ça se passe ? On a des sessions quasiment toutes les semaines, voire quasiment tous les jours, suivant les demandes. Ça peut être des groupes, des entreprises, ça peut être du coup des personnes isolées, tout simplement, peu importe. En tout cas, on a à cœur de pouvoir atteindre l'objectif qui avait été fixé par le président de la République à son arrivée, qui était 80% de la population formée. Malheureusement, on a 2 ans de décalage, mais en tout cas, on met tous les moyens de notre côté, et je sais que les pompiers et d'autres associations font de même, donc voilà. Écoutez, on se redonne rendez-vous dans quelques mois pour voir si 80% ont été atteints et pour découvrir les pompiers ont sauvé Blanche-Neige alors. Merci messieurs d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.